Dans cette vidéo, on va traiter 4 exemples de recherche de domaines de définition de fonctions. Ces 4 exemples illustrent un petit peu tous les cas de figure qu'on peut rencontrer avec les fonctions étudiées jusqu'à ce jour. Le premier exemple, c'est une fonction rationnelle, ce qui veut dire que c'est une fraction de deux polynômes, ici 1, et au dénominateur x carré moins 9. Avec ce genre de fonction, le seul problème que l'on peut avoir peut provenir du dénominateur, parce que si le dénominateur vaut 0, on a affaire à une division par 0 au niveau de la fraction, et la division par 0 n'est pas définie. Alors si on cherche les valeurs de x pour lesquelles l'expression a du sens, la réponse ce sera toutes les valeurs de x à l'exception de celles qui annulent le dénominateur. Donc la procédure générale pour ce type de fonction, c'est de poser l'équation dénominateur de la fraction est égal à 0. Dans ce cas de figure-ci, le dénominateur vaut x carré moins 9. Et on résout l'équation pour trouver les x qui annulent le dénominateur. C'est une équation du deuxième degré particulièrement simple, puisque il n'y a pas de terme en x, il n'y a qu'un terme en x carré, ce qui signifie qu'on va pouvoir l'isoler. X carré égale 9, et ensuite utiliser une racine carrée pour trouver les valeurs de x, car il y a bien deux solutions, plus ou moins 3. La conclusion ici est que le domaine de définition de la fonction f, grand D pour domaine et puis un petit f en indice pour indiquer le nom de la fonction, c'est tous les nombres, à l'exception des deux qui posent problème, à savoir moins 3 et plus 3. Une façon d'interpréter ceci est de dire que on peut effectuer ce calcul pour tous les nombres, sauf moins 3 et plus 3. On passe à l'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, on a affaire à une fonction racine, et avec ce type de fonction, le problème peut venir de ce qui se trouve sous la racine, parce qu'on sait qu'on ne peut calculer la racine que d'un nombre positif ou nul. Donc il faut absolument que ce qui se trouve sous la racine soit positif. Alors on pourrait donner un petit nom à ceci, je sais pas, je vais l'appeler p de x, et on peut se demander pour quelle valeur de x est-ce que p est plus grand que 0. Il y a différentes façons de répondre à cette question. Comme c'est un type de fonction qu'on connaît très très bien, on peut s'appuyer sur une représentation graphique de la fonction, et on n'est pas obligé de tout dessiner, on peut faire ça de tête. On sait que c'est une fonction affine, pente positive, ordonnée à l'origine moins 10. En gros, le graphe ressemble à ça. On aurait ici moins 10. Et on voit que cette fonction prend des valeurs négatives pour tous les x qui sont inférieurs à celui qui se trouve là. Celui qui se trouve là a ceci de spécial, il annule la fonction p, et assez rapidement on se convainc que c'est quand x vaut 10, pardon, ici je me suis trompé, c'est moins 10, c'est quand x vaut 10 que la fonction vaut 0. Donc pour tous les x inférieurs à 10, la fonction est sous l'axe des x et prend donc des valeurs négatives. Quand je dis la fonction, c'est bien la fonction p. Autrement dit, on va pouvoir calculer racine carrée de x moins 10 à condition que ce x soit un nombre dans cette partie de l'axe des x, parce qu'il n'y a que pour ces x là que la fonction p prend des valeurs positives, et donc on aura des choses positives sous la racine. Pour tous les autres x, on va avoir un petit souci. Conclusion de cette réflexion, c'est que le domaine de définition de la fonction g, c'est-à-dire tous les nombres pour lesquels on peut effectuer ce calcul, ce sont tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 10. Il y a différentes façons de le noter. On peut utiliser la notation par intervalle étudiée l'année passée. On passe à l'exemple 3. Toujours une fonction racine, mais cette fois-ci, ce qui se trouve sous la racine est un petit peu plus compliqué qu'une fonction affine. Et du coup, on ne peut plus s'appuyer sur une représentation graphique de cette fonction, que je vais de nouveau appeler p, pour voir pour quelle valeur de x est-ce que p est positif. Alors, savoir quand est-ce que quelque chose est positif, c'est une question de signes, et on a développé un outil l'année passée pour répondre à ces questions, c'est le tableau de signes. Pour construire un tableau de signes, il faut qu'on arrive à casser
l'objet dont on étudie le signe en produit d'objets simples, ce qui nous permet de casser un polynôme, parce que c'est un polynôme, en produit de petits polynômes simples, c'est la factorisation. Pour factoriser p de x, il va falloir qu'on ait recours à la division euclidienne, qui consistait à chercher dans un premier temps, parmi les diviseurs du terme sans x, une valeur de x qui annulerait le polynôme. Les diviseurs de 6, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 6. Et on les prend dans l'ordre, idéalement du plus simple au plus compliqué, pour trouver une valeur de x qui annule ce polynôme. Et on dirait bien que si on dit que x vaut moins 1, on arrive à 0. On arrive à 0, alors on va écrire cette petite observation ici, p de moins 1 égale 0. Et un polynôme simple, le plus simple possible, qui s'annule en moins 1, c'est x plus 1. On avait vu l'année passée que dire ceci, ça équivaut à dire que le polynôme admet ceci comme facteur. Maintenant, on peut essayer de deviner la suite de la factorisation. Pour obtenir un polynôme du troisième degré, comme celui-ci, il va falloir mettre un polynôme du deuxième degré dans cette parenthèse. Donc a priori, il y aura du x carré, il y aura du x, il y aura quelque chose sans x. Et on avait fait le petit jeu. Le seul moyen d'obtenir du x cube, c'est quand on multiplie x avec x carré, et par conséquent, le coefficient ici doit être 1. Mais quand on écrit ça ici, on voit qu'on obtient 1x à la puissance 2. Or, il n'y en a pas. Donc, il va falloir que, avec lui, on fabrique moins 1 x carré. Et c'est quand x va multiplier x qu'on peut obtenir du x carré. Et ça nous force à poser le coefficient moins 1 ici. À ce stade, on est OK avec ça, on est OK avec ça. Mais on vient de fabriquer moins 1x. Or, dans le polynôme, il y en a moins 7. Si on en a moins 1 et qu'on en veut moins 7, il faut que l'on en fabrique moins 6. C'est lui fois le terme sans x qui va fabriquer ce moins 6. Je ne sais plus ce que j'ai dit, si j'ai dit 6 ou moins 6 avant. Toujours est-il qu'il faut qu'on en fasse moins 6. Donc, on va mettre moins 6 ici. Et si tout se passe bien, lui fois lui devrait donner le terme sans x. C'est le cas. Maintenant, ce polynôme-ci du deuxième degré, il est peut-être encore factorisable. Là, on peut utiliser d'autres méthodes, comme par exemple la méthode somme-produit. Et sauf erreur, on doit trouver quelque chose. Oui, x moins 3 fois x plus 2. Voilà, on a factorisé le polynôme p, ce qui nous permet de faire son tableau de signes. Alors, pour faire un tableau de signes, il faut qu'on énumère tous les facteurs de P. On a un facteur x plus 1, on a un facteur x moins 3, un facteur x plus 2, et P, c'est le produit de ces trois petits polynômes du premier degré. Donc si on connaît le signe de lui, de lui et de lui, au travers de la règle des signes, on aura le signe du polynôme P. Pour dresser la liste des signes de x plus 1, il va falloir que l'on repère l'endroit où il s'annule, c'est en moins 1, et on fait la même chose pour les autres facteurs. Ce facteur-ci s'annule quand x vaut 3, le dernier facteur s'annule quand x vaut moins 2, et avec ça, on peut compléter le tableau de signes. Le premier facteur s'annule ici, comme la pente est positive, on sait qu'avant son 0, il est négatif, et après, il est positif. Avec le même raisonnement, on peut compléter le tableau. Le deuxième facteur s'annule ici. C'est de nouveau un polynôme du premier degré à pente positive, parce que c'est 1x. Donc on va avoir des moins avant le 0, des plus après. Et on termine avec le dernier facteur, c'est le même schéma. Et finalement, on utilise la règle des signes pour obtenir ici le signe de P. Moins par moins, ça va donner moins. Moins par 0, ça va donner 0. Et on poursuit colonne après colonne pour trouver plus, 0,
moins 0 plus. On va maintenant pouvoir déterminer le domaine de définition de h. Pour que h de x, cette expression, soit définie, ou pour qu'on puisse la calculer, il faut que p soit positif ou nul, et ça se trouve là, et là. Et ça correspond aux x qui sont compris entre moins 2 et moins 1, puis aux x après 3. On va essayer d'écrire ça. Le domaine de définition de la fonction h, c'est l'ensemble des x de moins 2 jusqu'à moins 1, les bornes étant comprises, parce que sur les bornes à moins 2, p vaut 0, et on peut calculer la racine de 0. Et il y a encore l'autre morceau, celui qui va de 3 jusqu'à l'infini. Donc pour assembler des morceaux, c'est l'opération de réunion. L'intervalle qui va de 3 à l'infini. Crochet ouvert du côté de l'infini par convention. On peut passer au dernier exemple. Dans cet exemple-ci, on utilise une fonction logarithme. Pour rappel, on peut calculer le logarithme d'un nombre à condition que celui-ci soit strictement positif. Le logarithme est un tout petit peu plus restrictif encore que la racine. Le logarithme de x défini si x est strictement plus grand que 0. Et en plus d'avoir un logarithme, celui-ci apparaît dans une fraction, et on sait que quand on a une fraction, on n'aime pas trop que le dénominateur s'annule. Donc il va falloir traiter ces deux petits problèmes. Le problème lié au log et le problème lié au dénominateur qui ne doit pas valoir 0, non nul. Chacune de ces conditions va éliminer des x, va nous dire telle valeur de x on n'en veut pas, et au final il va falloir tenir compte des restrictions liées aux deux conditions, donc on va cumuler les conditions pour exclure à chaque fois plus de valeurs de x. On commence avec le logarithme. Le logarithme, on lui donne, décidément ça fonctionne pas bien, le logarithme on lui donne moins x carré plus 9, on va donner un petit nom à ceci, pourquoi pas p, puisque c'est un polynôme. Et nous, on aimerait bien savoir quand est-ce que p est strictement plus grand que 0 pour satisfaire cette condition. Ce que l'on donne au logarithme doit être strictement positif. Comme ce que l'on donne ici au logarithme est une fonction du deuxième degré et qu'on les connaît bien, on va pouvoir de nouveau s'appuyer sur une représentation graphique de p. C'est un polynôme du deuxième degré. Oups, ça c'est y. Plutôt simple parce qu'il n'y a pas de terme en x. On voit que le coefficient du x carré, c'est moins 1, donc on devrait avoir une parabole tournée vers le bas. Le fait qu'il n'y ait pas de x, ça nous dit que la parabole a son axe de symétrie sur l'axe des y, donc on devrait vraiment avoir une parabole qui ressemble à ça. Et on a une ordonnée à l'origine de plus 9. Et ce qui nous intéresse pour le signe, c'est savoir où est-ce que cette parabole va croiser l'axe des x. Mais ça, ce sont les zéros de la fonction p. Et en regardant cette fonction de plus près, on se convainc que ceci s'annule quand x vaut plus ou moins 3. C'est la même chose que dans l'exemple 1. Moins 3, ici plus 3, et on a une parabole qui ressemble à ça. Les valeurs de x qui rendent p de x, donc cette expression positive, ce sont les valeurs de x qui sont dans cette zone. Entre moins 3 et 3, bornes non comprises. Donc le domaine de définition de I, ça sera au mieux, dans le sens au plus grand, cet intervalle. Maintenant, il faut encore voir si cette condition nous force à exclure des nombres de cet intervalle-ci. Le dénominateur est plutôt simple, c'est juste x. Et x vaut 0 quand x vaut 0. Autrement dit, le domaine de définition, ça va être tous ces nombres-ci, à l'exclusion d'une valeur que l'on ne veut pas, 0, on va venir la chasser de là.
il n'y a plus qu'à essayer d'écrire ceci. Le domaine de définition de I, c'est l'intervalle qui court de -3 à 3, bornes non comprises, duquel on exclut le nombre 0. Avec ces 4 exemples, on couvre vraiment pratiquement toutes les fonctions qui ont des domaines de définition différents de R qu'on a étudiés jusqu'à maintenant. Je vous encourage à vous poser la question du domaine de définition de quelques autres fonctions qu'on a étudiées, comme par exemple la fonction sinus, la fonction cosinus et surtout la fonction tangente.